pas flou. Au Sénégal, c'est un autre monde. Même si vous êtes né au Sénégal, vous avez grandi ici, les méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Comment arrivez-vous à concilier le pragmatisme américain et la nonchalance sénégalaise? C'est pas facile. Comment vous le faites? C'est pas facile, je dois vous le dire. Je pense que d'un côté, on a une situation où on campagne et tout le monde sait qu'on a une mission. On fait tout, tous nos efforts sont concentrés sur ça. Et en même temps, on a des habitudes qui peut-être ne coïncident pas vraiment avec peut-être l'environnement d'où je viens. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que, quelle que soit la méthode de travail, qu'on est tous concentrés sur la même mission. Et c'est ce qui nous rassemble et ce qui nous réunit. C'est-à-dire, même si on a des difficultés d'assimiler les différentes méthodes de travail, en fin de compte, ce qui compte, c'est la mission. Et c'est ça qui nous réunit et c'est ça qui nous permet de travailler ensemble à l'unité. Mais tantôt, vous disiez que vous êtes en campagne, mais vous n'êtes pas en campagne en ce moment. Non, mais ça, je vous parlais quand je venais d'arriver. Quand je venais d'arriver en tant que directrice de campagne, c'est clair. J'avais une mission très claire et on s'y est mis, on n'a pas perdu de temps. Idrissa est l'un des premiers candidats à annoncer son directoire de campagne, à publier son programme pour le pays. Et voilà, donc on était prêts. Mais c'est juste que les choses ont changé quand le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Wade. Parce que vous pensez que le Conseil n'allait jamais valider? Absolument. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que la Constitution dit. C'est comme Idrissa le dit, ce n'est pas une question de droit ou de connaissance. C'est du français, c'est clair, c'est clairement écrit. On a droit à 2 mandats en tant que président, il n'y a pas plus. Et le fait de violer la Constitution a complètement changé tout ce qu'on avait préparé et ce qu'on était. Non, mais ce que tout le monde, tout candidat a préparé. On avait un programme, on avait une stratégie de campagne, on avait un itinéraire. Mais nous, en fait, on pensait que Abdoulaye Wade allait vraiment utiliser de la sagesse dont on pensait qu'il avait et qu'il allait, il allait respecter cela. Mais il ne l'a pas fait. Pour beaucoup de Sénégalais, il ne semble pas que Idrissa Seck soit carrément prêt pour aller en campagne parce que ses concurrents ont déjà pris de l'avance. Depuis 2 ans, par exemple, un concurrent comme Macky Sall, concurrent d'Idrissa Seck, est sur le terrain, travaille. Le Rewmi, on ne le sentait pas dans les régions et dans les hameaux les plus reculés du Sénégal. Pourquoi? Vous savez, Alassane, il faut qu'on soit très clair sur ce point. Il faut qu'on soit extrêmement clair. Je vous écoute. OK. Quand les membres de l'opposition, les leaders de l'opposition, ont décidé de se réunir, de se rassembler autour du M23 pour dire que la bataille principale, c'est le retrait de la candidature de Wade, une fois que ça a été validé par le Conseil constitutionnel. On s'est tous réunis là-dessus. Tout le monde a signé. J'ai le document, je peux vous le montrer. Avec toutes les signatures de Macky Sall, tous les candidats là, ils ont signé ce document disant qu'on est tous d'accord. Tant que Wade est candidat, on ne peut pas parler de campagne électorale individuelle. Notre candidat a respecté ça à la lettre. Il y a d'autres candidats qui, le lendemain d'avoir signé ce document, d'avoir parlé à la presse, ils sont allés en campagne individuelle. Notre candidat ne l'a pas fait. Donc, je comprends, et nous, on comprend, notre candidat comprend que les gens ont beaucoup de frustration sur ça. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en campagne, on vote dans une semaine, qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on vous dit, c'est que notre candidat est constant. Et notre candidat, une fois qu'il signe quelque chose et il s'engage dans un mouvement, dans une bataille, il ne dévie pas, il reste constant. Avant toute cette bataille, le M23, et la décision de battre campagne à Dakar, il y a quand même un temps que vous semblez avoir perdu. Bien avant cela, 12 ans avant la campagne, les autres candidats étaient présents, étaient dans les hameaux les plus reculés, mais de ce que les gens sentaient qu'il est plus entre Dakar et Thiès. Non, mais ça, c'est la perception des gens. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir la presse autour de toi pour faire des visites de proximité. Idrissa a parcouru le pays, il a parcouru les pays dans la diaspora pour parler aux gens,
pour écouter leurs attentes et les problèmes qu'ils vivent. Tu n'as pas besoin d'avoir une équipe de presse qui te suive, qui puisse communiquer au reste des Sénégalais ce que tu fais tous les jours. Donc moi je trouve que ça, ça fait partie des campagnes d'attaque contre notre candidat. Il est habitué, je crois que c'est quelqu'un qui voilà, jusqu'à présent, toutes les attaques qui ont été faites contre lui, il a su les assumer et rester debout. Il n'a pas à se justifier auprès de qui que ce soit. Il prend ses actes, il fait ses décisions, il n'a pas besoin de publicité là-dessus. Mais ce qu'il fait, il le fait en tout état de cause et il les assume. Est-ce que vous parlez aux Sénégalais? Est-ce que vous parlez aux Sénégalais? Absolument. Parce qu'aussi, il faut leur parler pour qu'ils puissent vous écouter. Non, mais c'est clair. Mais il parle aux Sénégalais, mais je veux dire qu'il n'a pas besoin d'avoir des caméras autour de lui quand il parle au Sénégalais. Il le fait dans l'intimité de ses rencontres. Il fait ses visites de proximité et il n'a pas besoin de faire la propagande là-dessus. Maintenant, si les autres candidats décident de le faire, ben, c'est leur choix. Nous, notre candidat... Vous êtes dans le cadre M23, donc c'est de participer à la non-élection d'Abdoulaye Wade. Pour vous, la candidature anticonstitutionnelle, il ne doit pas aller aux élections. Nous sommes pratiquement à 5 jours ou bien à 3 jours des élections. Et si Abdoulaye Wade y va? On espère qu'il ne va pas y aller. S'il y va, mais une possibilité on n'abandonne pas. Comment vous allez gérer cette situation? On n'abandonne pas cet espoir parce qu'on sait que les pressions sont là. Elles ne vont pas diminuer. On a vu les dégâts et les pertes qui ont déjà été faites. Et on pense que, quel que soit son désir de rester au pouvoir, que la pression internationale et la pression nationale vont avoir un impact sur lui. Et que finalement, il utilisera le peu de sagesse qui lui reste pour se retirer. Mais on a vu qu'Abdoulaye Wade semble être insensible aux pressions nationales et internationales. Ok, si rien ne l'empêche non plus. Et toutes les mesures qu'il est prêt à prendre, comme notre candidat l'a dit, pour aller aux élections, on prendra ces mêmes mesures pour l'empêcher d'y aller. Lesquelles, ces mesures? Mais quelle qu'elle soit, Alassane, quelle qu'elle soit. Comment comptez-vous contrer la candidature s'il va y aller? Non, mais je pense que c'est vraiment... Tout dépend de ce qui va se passer dans les jours à venir. On pense que tout ce qu'on voit tous les jours, les actions qui ont été prises par les Sénégalais, qui se sont manifestées à la place de l'indépendance, à travers le pays, à Kaolack, à Thiès, partout, les Sénégalais se sont mobilisés pour dire qu'on n'est pas d'accord, on ne veut pas qu'on viole notre constitution. Et ils vont continuer sur cette lutte jusqu'à la fin et on sera là, on est là avec eux. Donc, quelles que soient les mesures que Wade est prêt à prendre pour forcer son 3e mandat, on est prêt à prendre ces mêmes mesures pour l'en empêcher. Comment vous vivez cette violence que l'on voit aujourd'hui au Sénégal contre la candidature d'Abdoulaye Wade? Comment vous la vivez personnellement? Personnellement, je suis déterminée dans cette lutte, tout comme notre candidat, comme toute notre équipe. On sait que le destin du Sénégal est en jeu et on est prêt à tous les sacrifices. Personnellement, je suis prête à tout. Je pense qu'il n'est absolument pas question qu'on laisse un président qui a presque 90 ans essayer d'imposer un mandat qui est inconstitutionnel et qu'il essaye de promouvoir son fils. Et il l'a déjà fait depuis très longtemps. Il n'est absolument pas question qu'on laisse cette situation évoluer. Et que moi, je suis prête à tout. Et je sais que notre candidat Idrissa Seck, lui, il était l'un des premiers à dénoncer cela. Depuis 2001, à l'intérieur même du gouvernement, il l'a vu, il l'a dénoncé. Et je pense qu'on va continuer la lutte jusqu'au bout. Mais est-ce que vous êtes ouvert à une médiation, parce qu'on parle plus en plus de la CEDEAO ou de l'Union africaine, qui viendrait rencontrer les partis politiques pour voir que le Sénégal ne bascule pas, comme la Côte d'Ivoire, comme les autres pays de la sous-région? Écoutez, ce qui est clair, c'est que notre candidat cherche à une résolution pacifique. On ne veut pas de la violence. On ne veut pas des blessés ou des morts.
Absolument pas. C'est pas ce qu'on encourage, c'est pas ce qu'on prône, c'est pas ce que notre candidat veut. Donc, s'il y a un moyen de trouver une solution qui empêche perte de vie ou des blessés, absolument. Mais on reste ferme dans cette lutte. Oui, certains candidats déjà ont fait des propositions, comme Cheikh Bamba Dièye, qu'Abdoulaye Wade ne sollicite pas un troisième mandat, qu'il démissionne, que Pape Diop poursuive le mandat dans 90 jours, qu'on arrête le processus, qu'il y ait des dialogues, des discussions pour avoir une voie de sortie. Écoutez, ça, c'est l'une de plusieurs propositions. Hein. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Et pas seulement même de l'intérieur du Sénégal, mais de l'extérieur, des États-Unis, de la France. Il y a eu beaucoup de propositions. Mais ce qu'on voit, c'est un président entêté qui ne veut absolument pas lâcher le pouvoir qu'il a en ce moment. Et c'est ça qui est désolant et c'est ça qu'on doit combattre. Parce qu'on ne peut pas laisser le Sénégal basculer dans le chaos parce qu'on a un individu qui refuse d'accepter la réalité et de respecter la Constitution. Vous avez travaillé aux États-Unis, à la Maison-Blanche. Vous comprenez la détermination des Américains à empêcher Abdoulaye Wade d'avoir un troisième mandat en disant au président qu'il est âgé, qu'il doit prendre la retraite. Vous comprenez ça? Tout le monde le comprend. C'est pas parce que j'ai travaillé aux États-Unis que je dois comprendre ça. Ça, c'est tout être humain normal comprend que, voilà, dans tous les pays du monde, il y a un âge, enfin, on peut déterminer l'âge, mais il y a la retraite. Il y a un moment donné où les gens sont censés aller se reposer. Et je pense qu'il est grand temps pour Abdoulaye Wade d'aller se reposer et de laisser la nouvelle génération continuer et améliorer, en fait, ce qui a été fait jusqu'à présent. Abdoulaye Wade parle aussi, lui, d'alternance générationnelle. Et beaucoup de Sénégalais estiment qu'il pense à son fils, qu'il voudrait le mettre à sa place, parce qu'il dit que George Bush n'est pas plus intelligent que lui, Edema n'est pas plus intelligent que lui, et Bongo, qui pourrait aussi, s'il est tenté de le faire, de pouvoir faire comment? Donc c'est quoi la question? La question, c'est qu'il pourrait mettre Karim Wade à sa place. Mais il peut mettre qui il veut, mais ce n'est pas son choix. C'est le choix du peuple sénégalais. Il peut choisir qui il veut. Il peut choisir, il peut me choisir, il peut choisir n'importe qui. Mais ce n'est pas son choix. Lui, il a fini son mandat. C'est fini. C'est aux Sénégalais de choisir. Mais Abdoulaye Wade dit que son fils est plus intelligent que tous les Sénégalais. Il peut proposer qui il veut, il n'y a aucun problème. Parce qu'il dit que Karim est plus intelligent que tous les Sénégalais. Mais alhamdoulilah, il est bien dans les diplômes qui sont supérieurs à tous les diplômes des Sénégalais. Ok, mais si c'est le cas, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas à lui de choisir qui sera le président. C'est au peuple sénégalais de choisir. Il le met... Voilà, si tu as quelqu'un qui ne peut même pas gagner son propre bureau de vote, qui veut essayer de diriger tout un pays, ben on lui souhaite bonne chance. Mais en tout cas, ce n'est pas au président de choisir sa succession, c'est aux Sénégalais. Oui, Idriss Seck, avec qui vous travaillez en 2004, quand il est sorti du gouvernement, après sa sortie de prison, il avait une telle popularité au Sénégal qui est immense. Mais après, les Sénégalais ont vu les allers-retours entre le Point E et le Palais de la République. Et ils se sont dit, mais ils ne comprennent pas l'attitude d'Idriss Seck. Pourquoi, après avoir subi toutes ces violences d'Abdoulaye Wade, qu'il aujourd'hui qui accepte d'aller encore, de retrouver le travail avec lui? Est-ce qu'il n'y aurait pas un deal entre Idi et Wade? Et vous savez, moi, c'est cette question, en fait, c'est ce que je respecte le plus en Idrissa Seck. C'est sa constance. Et ce que je veux dire par ça, c'est que c'est quelqu'un qui a accepté les abus, les attaques, l'emprisonnement de quelqu'un qui, pendant plusieurs années, a été vraiment une personne extrêmement proche de lui. Il a accepté tous ces abus. Et il était prêt à revenir à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas lâcher son appartenance à la famille libérale. Il a aidé à la créer. Il y a travaillé pendant 30 ans. Ce n'est pas un emprisonnement de 7 mois où il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas de preuves, rien du tout contre lui. Mais bon, c'était la décision d'un chef d'État de l'éliminer parce qu'il créait trop de bruit, mais tout ça ne l'a pas empêché de vouloir rester constant. Et pour ça, moi, je le respecte.
Et peut-être certaines personnes peuvent voir ces allers-retours comme « Ah, c'est quelqu'un qui négocie ou qui ne pense qu'à lui ». Je pense que c'est dommage que les gens ne voient pas la constance qui l'anime. Et jusqu'à présent, on voit ça dans toutes ces actions qu'il prend au niveau du M23. Parce que les Sénégalais, en général, c'est des gens qui sont très proches des victimes. Quand Idriss a été victime de Wade, comme il a dit, beaucoup étaient proches de lui en disant qu'il avait subi de l'injustice. Mais ils n'ont pas compris après qu'il se aille revoir sur lui-même qu'il a imposé cette injustice-là. Est-ce que ça n'a pas érodé l'aura d'Idriss qu'il avait dans le pays, au Sénégal? Écoutez, il a dit lui-même qu'il a dû vraiment faire face à sa famille, sa propre famille, qui l'a blâmé pour ça. Mais lui, il savait la mission dans laquelle il était. Sa mission, c'était de trouver le moyen d'être en position de changer les conditions de vie des Sénégalais et d'amener le changement qui va vraiment, qui n'était pas offert aux Sénégalais sous Wade. Donc, il était prêt à tous les sacrifices. Et il l'a montré. Mais c'est quelqu'un aussi, comme vous le savez, qui n'a peur de rien. Lui, il dit ce qu'il pense. Comme on dit en Wolof, Idrissa amna fulla, fayda, ak fit. Ragalul dara, il n'a peur de rien. Il sait que quand il s'engage dans une mission, rien ne va l'arrêter. Que les gens, que sa famille, ses amis, ses militants pensent que c'est bien ou c'est pas bien, il respecte ce qu'il pense. Mais lui, il se concentre sur sa mission. Et je pense que c'est ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Et voilà, quand on regarde tous les candidats qu'on a, on voit les actions qu'ils ont prises dans les mois et les dernières années. C'est la personne qui a été la plus constante. Et oui, mais certains militants de Réumi disent qu'Idriss Seck était quelqu'un de très distant vis-à-vis de ses militants. Il est inaccessible. Non, mais je crois que c'est normal que les gens pensent ça, parce que chacun veut être proche de lui. Et bon, on a un pays de 13 millions de personnes, on a des millions de personnes dans la diaspora, dans 41 pays. Évidemment, je crois que les gens qui voient son engagement, qui voient la lutte qu'il mène, ils veulent être proche de lui. Mais c'est impossible physiquement d'être proche de tout le monde. Donc je crois qu'il a fait son mieux. Et je pense que les Sénégalais comprennent qu'il doit se concentrer sur les priorités. En ce moment, la priorité, c'est le départ de Wade. Donc même si les militants dans les régions, dans la diaspora, sont vraiment frustrés parce qu'ils veulent le voir, ils veulent qu'il soit à côté d'eux, qu'il les rassure. Mais en ce moment, il y a une lutte principale qui guide toutes ces actions, c'est le départ de Wade. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de ne pas faire campagne, de rester à Dakar, travailler avec le M23, alors que d'autres candidats qui sont aussi sérieux que lui, comme Macky Sall, comme Moustapha Niasse et les autres candidats indépendants, ils sont sur le terrain, ils font campagne? Non, mais ça, c'est faire du wah-wahet, Alassane. Tu le sais. Quand tu signes un document disant que la priorité, c'est qu'on ne peut pas faire de campagne individuelle tant que Wade est candidat. Et le lendemain, tu te lèves et tu fais une campagne individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que ta signature ne compte pas? Ça veut dire que ce que tu dis en face aux Sénégalais, à la presse, que ça n'a aucune importance, que tu peux le dire et le lendemain, tu vas et tu fais autre chose? Ça te dit quoi sur quelqu'un? Non, attends, ça te dit quoi sur quelqu'un qui veut diriger un pays? Mais le M23 estime qu'il a une stratégie, que chacun peut être dans le M23 en continuant à faire sa propre campagne. Le M23. Est-ce que tu as lu le document qui a été signé? Estime que Abdelaziz Diop, quand on l'a entendu parler sur les radios, sur le porte-parole du M23, il dit que dans le M23, ce n'est pas une contrainte. Les gens peuvent continuer à faire campagne, soit avec le M23 en manifestant devant la place de l'indépendance ou ailleurs, soit en faisant campagne en ville, dans les campagnes, en restant dans la campagne. Alassane, je te pose une question. Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que... C'est moi qui vous pose des questions. Non, tu peux poser des questions. Mais moi, je te pose une question très simple. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux réconcilier deux positions opposées, comme ça? C'est-à-dire, d'un côté, tu dis,
Abdoulaye Wade ne peut pas être candidat. Il ne peut pas aller aux élections. Point. C'est anticonstitutionnel. Et de l'autre côté, tu dis, ah, mais, même si ça c'est le cas, moi, j'ai un programme. Et je suis prêt à aller aux élections et je vous dis mon programme et je suis prêt à faire la compétition avec Wade. Est-ce que tu ne vois pas quand même un problème de cohérence dans ces deux positions? Est-ce qu'il n'y a pas de cohérence aussi en disant que Wade ne doit pas déposer sa candidature au Conseil constitutionnel, qu'il faut déposer aussi votre candidature, en sachant que Wade n'a pas le droit de le faire? Non, absolument pas. Parce que on comptait... Non, Alassane, c'est parce qu'on comptait sur l'indépendance du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, on pensait que... Mais vous avez toujours dit que le Conseil n'est pas fiable, que vous récusez les gens qui sont là-bas, que le Conseil constitutionnel n'est pas... Qui a toujours dit ça? Oui, le Réumi, Idriss Seck l'a dit à plusieurs reprises, que le Conseil constitutionnel ne fait pas confiance. Non, on l'a dit en conséquence des actions qui ont été prises. Non, parce que quand ils ont refusé Youssou N'Dour, un héros national et international, qu'on nous dise que lui, il ne peut pas être candidat parce qu'il n'a pas assez de signatures pour être candidat. Il n'est pas le seul, Youssou N'Dour. Il y a eu d'autres aussi qui ont été validés. Mais je vous donne juste un exemple. Hein. Je suis d'accord, mais je vous donne juste un exemple. Youssou N'Dour, qui a des millions et des millions de personnes qui l'adorent, qui sont prêts à tout pour lui, et qu'il soit rejeté parce qu'il n'a pas assez de signatures. Vous pensez que ça, c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Je pose la question. Non, mais moi, je vous pose la question. C'est moi qui pose la question. Ah non, non, non. Non, mais c'est pas normal. Donc, on ne peut pas parler de l'un... le seul candidat dans ce cas. Non, mais c'est clair. Je donnais juste un exemple. Tout ce que je dis, c'est que il faut qu'on soit objectif. Et il faut qu'on soit honnête. C'est-à-dire, on peut raconter du n'importe quoi, on peut trouver des excuses, mais franchement, je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec le fait qu'on ne peut pas dire que le Conseil constitutionnel a agi de façon objective et indépendante. Ça, je crois que quand même, il y a une grande proportion, pour ne pas dire la majorité, pas seulement des Sénégalais, mais de la communauté internationale, qui voit ça et qui dit qu'il y a un problème. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une impasse. Abdoulaye Wade va aller, ça c'est clair, il dit tout le temps, il ne renonce pas à sa candidature. Vous, vous dites qu'il ne peut pas y aller. Nous sommes à 3 jours des élections. Et s'il y a élection, qu'est-ce que vous faites? Il y a 3 jours. Il n'y a pas 3 jours, il y a 4 jours. Oui, 4 jours, c'est la même chose. C'est pareil même. Donc, je crois que du moment où... le temps est court aujourd'hui. Non, le temps est très court. Mais... Comment allez-vous réagir? Quelle stratégie mettre en place? Écoutez, Alassane, tout peut basculer d'une minute à l'autre. Tout. Parce que, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas... Qu'est-ce qui va basculer si vous parlez de tout vous basculer? Non, je parle de la volonté de la population. Parce on a vu des dictateurs, on a vu des leaders dans le monde entier qui avaient 10 000 fois plus de pouvoir que Wade, qui n'ont pas su arrêter une population qui était contre eux. Oui, parce que là-bas, la population était déterminée à aller, à manifester. Aujourd'hui, elle ne peut même pas manifester la population. Il y a la police qui tire à balles réelles. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a la police qui tire à balles réelles sur les populations, non, qui tue les gens. Non, c'est clair. Et ça, on l'a vu dans plusieurs pays. On l'a vu en Syrie, on l'a vu dans d'autres pays. Mais je pense qu'on ne peut pas arrêter une marée par une main. C'est-à-dire, quand tu es dans l'océan et tu as une vague qui vient vers toi, tu ne peux pas l'arrêter par une main. Mais à la différence des autres pays comme la Tunisie, au Sénégal, il y a quand même la religion qui joue un rôle important dans la gestion des tensions sociales. On a vu les différentes confréries, leur position de neutralité par rapport à ce qui se passe, on ne les entend pas parler. Et je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important que chaque Sénégalais ait l'opportunité de faire leur choix, qu'ils ne soient pas imposés, que ce ne soit pas... Je parle face à la violence qui sévit dans le pays. On n'entend pas les chefs religieux parler. Non, mais écoutez, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose d'inédit et du jamais vu, pas seulement dans notre pays, mais dans notre continent. On pense que d'un côté, c'est une bonne chose que les populations aient le courage de manifester leur refus
de la candidature de Wade, mais en même temps en restant serein et en ne laissant pas la violence basculer. Et nous, on encourage ça, on ne veut absolument, comme je l'ai dit tout à l'heure, Idrissa ne veut absolument pas encourager de la violence. Mais on veut que les gens aient la liberté de s'exprimer et exprimer leur frustration. Maintenant, ce que les chefs religieux décident de faire ou de ne pas faire, c'est leur choix. On ne peut pas imposer quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est le fait que on a une situation dans laquelle on a un président de presque 90 ans qui essaie d'imposer un troisième mandat et la plupart des populations et de la communauté internationale est d'accord que c'est ridicule. Oui, mais certains leaders de l'opposition, comme Moussa Fagnas, disent que les chefs religieux doivent aller rencontrer Abdoulaye Wade, lui parler, d'arrêter, parce que la situation est devenue intenable pour les populations. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que ces leaders qui demandent un peu aux chefs religieux d'aller voir le président, parce que peut-être qu'il va les écouter lui? Écoutez, je pense que toute personne qui puisse avoir une influence sur le président pour lui demander d'être sage et d'être... voilà, vraiment de respecter la Constitution, quelle que soit la personne, personnalité religieuse, que ce soit un chef d'État, que ce soit n'importe quelle personne d'influence qui peut vraiment parler à Wade et lui indiquer vraiment le point très simple qui est, tu peux sortir par la voie de l'honneur, tu peux te retirer et ne pas plonger tout un pays de 13 millions de personnes dans le chaos. Ou bien, tu choisis de le faire. Et je pense que toute personne, que ce soit une personnalité religieuse ou quelques personnes que ce soit qui peut avoir de l'influence sur lui, je les encourage. Et je crois que Idrissa aussi encouragerait cela. Mais ce qui compte, je crois, en ce moment, c'est trouver le moyen de communiquer ce message et que ça passe. Parce que jusqu'à présent, apparemment, ça ne passe pas. Oui, la communauté internationale se bat pour que le Sénégal ne bascule pas dans la violence. Il y a la CEDEAO qui initie une médiation. Johnny Carson sera là aussi, selon la presse, pour rencontrer le président Abdoulaye Wade pour une ultime médiation pour éviter qu'il y ait de grabuge. Quelle analyse en faites-vous et comment le voyez-vous? Je crois que c'est une excellente chose. Ça montre qu'il y a un consensus et que les gens voient que vraiment, pour la première fois au Sénégal, on assiste à une situation qui est inacceptable. Pour l'histoire qu'on a, la démocratie qu'on a pu préserver jusque-là est sur le point de basculer à cause d'une personne, Abdoulaye Wade. Et que les gens essaient de trouver les moyens d'influencer cette personne pour l'amener à la raison. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'éléments qui ont eu de l'impact sur l'action qui a été prise par les pays occidentaux. Par exemple, vous avez tous lu, on a tous appris le fait que Wade ait décidé de prendre les services de lobbyistes américains en leur payant, je crois, 100 millions de CFA, juste pour pouvoir influencer l'attitude des gens par rapport à la candidature de Wade pour un troisième mandat. Et ça, c'est inacceptable. Je crois que quand les gens voient ça, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est quelque chose qui est inacceptable et choquant. Et je pense que ça a contribué à vraiment influencer l'action des pays, pas seulement occidentaux, hein, mais dans le continent aussi, où les gens sont... Est-ce que vous, en étant une directrice de campagne qui a travaillé aux États-Unis, est-ce que vous avez participé aussi à cette conscientisation, entre guillemets, des Américains sur l'attitude par rapport au Sénégal? Est-ce qu'il y a des informations que vous avez pu donner? Je n'ai pas eu à faire ça.
C'est des informations qui ont été communiquées publiquement. Moi, je me suis concentrée sur ma mission et je n'ai aucun intérêt à essayer de jouer d'autres rôles. Moi, mon rôle a été clair et précis. C'est d'être directrice de campagne de notre candidat. Maintenant, les actions que le président sortant Wade est en train de prendre, ça, je n'ai absolument aucun intérêt à suivre ou à oui, mais la violence est telle au Sénégal aujourd'hui qu'on n'avait jamais vu autant de violence par rapport à une élection présidentielle. 10 morts déjà, qui sont comptabilisés, beaucoup de blessés, des familles qui ont perdu beaucoup aussi dans cette bataille. Certains membres même des partis démocratiques sénégalais, comme le sénateur Charles Mendy, demandent que l'élection présidentielle soit reportée, puisqu'il y a de la violence. Partagez cette vision? Écoutez, je pense que, comme notre candidat l'a dit, il faut qu'on respecte le scrutin, le calendrier du scrutin électoral, si possible. Mais on ne peut pas voter dans l'insurrection, pratiquement. Où chaque jour, les gens sont dans la rue, qui se battent, qui va voter en ce moment. Non, écoutez, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout va se jouer dans les jours à venir. Je pense que j'ai toujours espoir, je n'abandonne pas l'idée que Wade aura assez de sagesse pour voir l'instabilité qu'il crée dans le pays pour se retirer. Je pense que c'est toujours une option et on va continuer de nous battre pour que ça arrive. Est-ce que vous croyez qu'il y aura élection? Ou bien est-ce que s'il y a élection le jour, il n'y aura pas des gens du PDS ou bien même de l'opposition qui vont empêcher aux Sénégalais de voter? Parce qu'il suffit de faire quelques actions dans certains bureaux de vote pour empêcher aux gens de voter. Écoutez, ça c'est des spéculations, c'est des choses... Voilà, c'est des possibilités, mais c'est des spéculations. Donc, moi, je préfère ne pas rentrer dans des scénarios que ça peut se passer ou ça ne pas se passer. Je pense que nous, on reste constant dans la lutte de notre candidat. On va tout faire pour que la pression continue et pour qu'il retire sa candidature, pour qu'on ait des élections vraiment transparentes et légale le jour du scrutin. Et depuis 2007, il y a des pressions sur le Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, on est pratiquement à 3 jours des élections. Vous pensez qu'une pression peut faire bouger Wade là où il est? Absolument. Comment? C'est la volonté du peuple. Tu ne peux pas aller contre la volonté du peuple, Alassane. Oui, la volonté du peuple, c'est bien beau tout ça. Mais le problème, non, c'est bien beau, mais il faut demander à Kadhafi. C'est le terrain. Non, mais je suis d'accord. Il faut demander à Gbagbo. Il faut demander à Ben Ali. Les réalités ne sont pas là. Mais voilà, mais c'est pas la même chose. Mais la volonté du peuple, quand elle est là, tu n'y peux rien. Peut-être que ça ne va pas se passer demain ou après-demain, mais tôt ou tard, Alassane, quand le pays te dit non, c'est non. Point. Vous êtes sûr que le pays a dit non à Abdoulaye Wade? C'est sûr ça? Il a des partisans qui se taisent, qui disent rien. Il a un parti démocratique sénégalais, il était au pouvoir. Vous êtes certain que le pays lui a dit non? Oui. Comment? Parce qu'on le vit, on le voit tous les jours. Tu peux acheter des voix, tu peux tout faire pour créer des conditions de vie inacceptables dans un pays où tu utilises l'argent de tes populations pour créer des monuments et donner à ton fils un jet privé. Mais en fin de compte, les populations, tôt ou tard, elles vont se faire entendre. Et ça, personne ne peut y échapper. Et ce qu'on voit, c'est des conditions de vie inacceptables dans notre pays. Et peut-être que ça ne va pas se passer demain, peut-être que ce ne sera pas après-demain, mais tôt ou tard, les populations vont se faire entendre. Vous parlez des conditions de vie des populations. Est-ce que vous avez vécu ces conditions de vie des populations? Absolument. Comment vous les sentez? Je l'ai senti parce que, vous savez, c'est vrai, je suis née aux États-Unis. Mes parents étaient étudiants. Mais dès qu'ils ont fini leurs études, quand j'avais 3 ans, on est venu ici au Sénégal. Et c'est ici que j'ai grandi, à Kaolack, à Thiès, à Dakar. Je suis allée à l'école publique. Mes parents étaient des fonctionnaires. On n'a pas été privilégiés dans quoi que ce soit. Tout ce qu'on a eu, c'était l'effort et le travail que mes parents ont fourni.
Donc, je comprends très très bien la difficulté que les Sénégalais vivent. Même quand j'étais à l'extérieur, en voyant ce qui se passe, en voyant comment juste le coût du pain, le coût du riz, qui a augmenté de 3 fois en moins de 10 ans. Comment on peut expliquer ça? Tout ça, c'est des souffrances qui sont là, qui sont vécues par nos populations. Et ça, c'est inacceptable. Mais certaines populations, vous dites, mais Léna, elle parle de ça, mais elle fait partie des Sénégalais d'en haut. Elle fait partie des Sénégalais qui ont eu de la chance. D'en haut. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que je suis née aux États-Unis, comme je l'ai dit. Parce que mes parents étaient étudiants là-bas. C'est tout. Mais j'ai fait Bangré-Cité, ici. J'ai fait le lycée Malick Sy, j'ai fait Seydou Nourou Tall. Je ne suis pas allée au Mariste, je n'ai pas eu de bourse spéciale. Tout ce que j'ai eu, c'est par la force de la volonté de Dieu et aussi, bien évidemment, j'ai tout fait pour progresser personnellement. Mais ça n'a pas été donné. Mon père ne m'a rien donné. Mon père m'a donné ce qu'il m'a donné qui est le plus important, c'est la notion de valeur et de respect de soi et qu'on ne peut pas t'acheter. Ça, c'est ce qu'il m'a donné. Il ne m'a pas donné l'argent, il ne m'a pas donné les moyens pour devenir quelque chose. Ça, c'est quelque chose que tu obtiens toi-même. Et ça, je l'adore pour ça et je le respecte pour ça. C'est des valeurs qu'on ne peut pas acheter. Donc, ça c'est des choses qui m'ont été données et à ma famille, à ma soeur et à mon frère depuis qu'on était jeunes. Je disais tantôt, beaucoup de Sénégalais sont devant les hôpitaux, n'ont pas le moyen de soigner. Vous aspirez à prendre le pays. Si vous le prenez, il ne s'agit pas de dire on va faire. Qu'est-ce que vous allez faire et comment allez-vous faire? Déjà, il faut qu'on clarifie une chose. Ce n'est pas nous, c'est notre candidat qui aspire à prendre le pays. Il est dans une équipe. Oui, il est absolument dans une équipe. Mais on est derrière lui. C'est lui qui prend les décisions et qui a les solutions pour les Sénégalais. C'est Idrissa Seck. C'est Idrissa Seck et son équipe derrière lui. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a passé des années, les années passées, à faire des visites de proximité, à rencontrer les experts dans tous les secteurs pour chercher les solutions qui vont bénéficier tous les Sénégalais, qu'ils soient à l'intérieur du pays et dans la diaspora. Donc, c'est ça qui a été à la base de son projet de société, son programme pour le Sénégal, qui a été communiqué en novembre et qui est disponible dans le site officiel de notre candidat et du 4e président. Il y a la cherté de la vie. Les Sénégalais payent le courant plus cher, payent l'eau, l'électricité chère, l'huile chère, le pain cher. Justement. C'est des questions fondamentales. Non, mais absolument. Absolument, Alassane. Et ce que je dis, c'est que toutes ces questions, tous les secteurs qui touchent le Sénégal ont été prises en compte dans son programme pour le Sénégal. Tout ce que vous avez à faire, comme je l'ai dit, c'est dans le site officiel id4president.com. Tous les secteurs sont touchés, mais on ne peut pas parler de programme individuel d'un candidat ou d'un autre sans le préalable. Le préalable, c'est la fondation. C'est-à-dire il faut que la Constitution soit respectée. Si ce n'est pas le cas, on ne va rien accomplir. Quelles que soient les idées ou les solutions proposées par quelque candidat que ce soit, tant que la Constitution n'est pas respectée, rien ne pourra être accompli. Parce que tout pourra être changé à la dernière minute, à la volonté du chef de l'État qui pense qu'il peut avoir la force de changer les choses à sa volonté. Tant que ça n'est pas réglé, on ne peut pas parler de programme individuel de candidats. Oui, mais ça, vous le dites, le Conseil a déjà donné son verdict. Comme je le disais tantôt, les choses sont déjà là, à l'État. Le cadre du pouvoir vous dit, mais s'ils n'étaient pas contents, il ne fallait pas déposer le candidat. C'est une question que je répète dans cette émission. Donc vous devez déposer votre candidature quand même. Absolument. Et en acceptant en ce moment-là que le Conseil fasse travail. Mais c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence dans votre débat? Il n'y a absolument aucune incohérence. Parce que si tu comptes sur un Conseil constitutionnel à jouer son rôle, à être objectif, et de faire ce que la Constitution dit, ça c'est une chose. Et si tu as un Conseil constitutionnel qui
voilà, bénéficient de hausse de salaire, de bénéfices de 5 millions, voilà, ça c'est autre chose. Donc, on ne peut pas parler d'une situation qui est absolument normale et cohérente. On est dans un environnement où on a un président qui est prêt à tout pour imposer sa candidature pour un troisième mandat qui est inconstitutionnel. Donc, il faut que nous aussi, on soit prêts à tout pour l'arrêter. Et c'est ce que notre candidat fait. Sur le plan personnel, vous avez tout laissé, vous avez décidé de venir, parce qu'on avait commencé comme ça le début de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez appris quand vous êtes venu au Sénégal, dans cette campagne-là, personnellement? Comment vous la vivez? Personnellement, j'ai appris que je suis fière du choix que j'ai fait. Parce que tous les jours que j'ai passés à côté de Idrissa Seck, chaque jour a aidé à renforcer cette certitude que j'ai, qu'il est le meilleur choix pour l'avenir du Sénégal. Point. Pour les jeunes, pour les femmes, pour tout le monde. Et vous, personnellement, comment vous vivez cela? Je vis ça avec beaucoup d'humilité et beaucoup de gratitude. C'est pas facile, hein? Je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais pouvoir participer à la lutte pour l'avenir de notre pays, c'est un honneur. Et c'est un privilège. Et beaucoup de gens qui vous rencontrent dans la campagne disent que vous avez beaucoup de succès dans la campagne. Pourquoi? C'est quoi votre secret? On a une équipe formidable. Vous, personnellement? On a une équipe formidable. Ce n'est pas une question d'une personne. On est ensemble, on travaille ensemble, on a la même mission. Et on fait tout pour que notre candidat réussisse. Mais est-ce que Seck n'a pas choisi Léna aussi, parce qu'elle dégage une autre personnalité qui fait qu'elle magnétise beaucoup de gens qui la regardent? Alassane, Laïko, il faut lui demander. Je ne peux pas répondre à la place d'Idrissa. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a donné une mission et je travaille avec mon équipe. Maintenant, le reste, là, il faut que yo nga laaj ko. Le Sénégal semble être à la croisée des chemins. Aujourd'hui, vous êtes candidat encore, comme vous le dites, mais vous ne savez pas exactement ce qui va se passer d'ici 3 jours. C'est quoi l'avenir d'Idrissa Seck aujourd'hui? Idrissa Seck est un homme politique qui a une longue histoire avec le Sénégal. Il a combattu, il a tout fait pour créer la famille libérale. Et pendant 30 ans, il a tout fait. Donc, je pense que quoi qu'il arrive dans les jours à venir, c'est quelqu'un qui va rester dans le cœur des Sénégalais. Et c'est quelqu'un qui va continuer de se battre, quelle que soit la situation dans laquelle on vit. Mais c'est quelqu'un qui est déterminé à servir le peuple sénégalais dans le pays et dans la diaspora. Et rien ne va l'empêcher de continuer de le faire, quel que soit. Vous allez en bataille? Est-ce que vous envisagez aussi de perdre aussi? Jamais. Pourquoi? Parce qu'on est là pour aider notre candidat à gagner. On ne va pas s'engager dans une bataille pour perdre. Donc on s'engage... Quand on va dans une bataille, il y a tous les plans. Il y a le plan A, non, le plan B. Absolument. Mais notre priorité, c'est de faire que notre candidat, qu'il gagne. Mais avant ça, il faut bien évidemment que la situation soit... Enfin, que le minimum soit là, que la Constitution soit respectée, que Wade retire sa candidature et qu'on ait un environnement où on peut avoir des élections transparentes. Et s'il n'y a pas d'élection? On va continuer la lutte, Alassane. Ça, ce n'est pas une question de jour. C'est une question de principe. C'est une question c'est un minimum. On ne peut pas bâtir ou essayer d'amener des changements dans un pays quand les conditions préalables ne sont pas établies. C'est impossible. Il faut que la fondation soit établie avant qu'on parle de la construction de la maison ou de quoi que ce soit. Et si les autres concurrents avec qui vous êtes n'ont pas cette même vision que vous? Ils ont signé la même déclaration que notre candidat. C'est pas une Bible, la déclaration, c'est pas une Bible. Mais c'est leur signature. C'est des gens qui veulent gouverner ce pays. Si leur signature ne compte pour rien, alors ils ne devraient pas être candidats.
Léna Sène, merci de nous avoir reçus chez vous. Je rappelle que Léna Sène est la directrice de campagne du candidat Idriss Seck. Idriss Idi for President.com, c'est son site internet. Merci Léna de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.